Bonjour à tous, bienvenue dans Avocat. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre plus nombreux chaque semaine encore avec nos avocats, notre équipe d'avocats qui vient vous conseiller évidemment. Toutes vos questions, nous les attendons sur le www.avocat.net. Quand vous le souhaitez, le site est ouvert bien sûr 24h sur 24. C'est gratuit pour poser vos questions, je vous rassure tout de suite. On choisit quelques-unes de vos questions, les plus représentatives et on y répond. Ici sur le plateau, ce sont nos avocats qui y répondent et je vous présente justement l'équipe d'avocates d'aujourd'hui puisqu'il y a 3 avocates, à commencer par Maître Emmanuelle Tibi, avocate au barreau de Paris. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien et vous-même? Droit social, les salariés, les employeurs, un petit peu de tout. Voilà, il faut parler d'eux. Et ben oui, on a tous affaire à son travail chaque jour, à son employeur. Parfois, il y a du harcèlement, on en parlera dans un instant. On verra ça dans quelques petites minutes. À vos côtés, Barbara Sibi, qui est avocate au barreau de Paris également. Bonjour Barbara. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien, merci. Le droit pénal avec vous? Tout à fait. Quand on rentre, j'imagine, chez soi le soir, on doit être vraiment crevé. On doit se mettre au lit. On en a marre. Parce qu'on envoie des vertes et des pas mûres dans ce travail en pénal. C'est vrai. On parlera avec vous dans un instant de classement sans suite des plaintes. Alors ça, souvent, on se pose la question, ma plainte, elle n'aboutit pas. Allez, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, à vos côtés, Sandra Salvador. Bonjour Sandra. Bonjour Yves. Avocate au barreau du Val d'Oise. Tout à on dit fait. Pontoise, mais c'est le Val d'Oise. J'ai toujours pas changé changé de barreau. Dans le Val d'Oise. Vous ne changez pas de barreau, vous êtes bien au Val d'Oise. Une question au droit de la famille, bien entendu. Un petit peu originale. On ne va pas parler de divorce aujourd'hui. On va parler de choses qui vont nous rappeler un film, un certain Tanguy, pour ceux qui ont vu le film. Ça sera dans quelques minutes. On va commencer avec Emmanuelle. Emmanuelle Tibi, donc on va parler avec vous de l'harcèlement, précisément une question de Marilyn de Montpellier qui nous dit « Je subis depuis plusieurs années le harcèlement moral de mon responsable. Il exerce sur moi des pressions quotidiennes, il dénigre mon travail, il me rabaisse en réunion devant mes collègues de travail, je n'en peux plus, bref, elle n'est pas bien. Que puis-je faire, nous en plaide ?» Oui, alors cette situation est difficile, d'autant qu'elle est malheureusement trop fréquente. Elle est d'autant plus grave que l'employeur a une obligation de résultat de préserver la sécurité et la santé de ses salariés. Voilà, donc je positionne le cadre juridique du harcèlement. La pression sur l'employeur. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de rassembler les éléments de preuve qui permettent d'établir des faits de harcèlement. Il s'agit classiquement de témoignages écrits de salariés ou de clients, de certificats médicaux, d'échanges de lettres, d'emails, de SMS. Il n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile de rapporter la preuve de faits de harcèlement moral. Il faut démontrer des agissements répétés, notamment une dégradation des conditions de travail, une altération de l'état de santé. Mais il suffit aux salariés d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement. C'est-à-dire que c'est à l'employeur ensuite de démontrer que les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs du harcèlement. Donc c'est une inversion de la charge de la preuve qui en principe incombe au demandeur, donc au salarié, et qui là pèse sur l'employeur. C'est une exception sur la charge de la preuve. Donc là, c'est quand même une chance pour pouvoir essayer de se défendre un petit peu. Voilà, c'est aménagé en faveur des salariés qui subissent ce type d'agissement. Ensuite, il faut donc bien évidemment prévenir l'employeur. Vous pouvez ensuite saisir le CHSCT, alors c'est le Comité Hygiène, Sécurité des Conditions de Travail. Bravo, d'un coup. Qui est une institution représentative du personnel et qui a des moyens, si vous voulez, pour mener des enquêtes et auditionner le personnel. Vous pouvez ensuite saisir vous-même le conseil de prud'homme. Mais alors dans ce cas, un avocat saura exactement vous orienter dans ce type de dossier sensible. Vous pouvez saisir les délégués du personnel qui, eux, peuvent exercer leur droit d'alerte et saisir le conseil de prud'homme en référé pour faire cesser justement les agissements de harcèlement. Vous pouvez ensuite saisir l'inspection du travail qui peut vous aider en fait à constituer votre dossier et à faire la relation avec l'employeur. Vous pouvez déposer une plainte pénale, bien sûr, à l'encontre du salarié qui harcèle et à l'encontre même de l'employeur qui, bien qu'informé des faits, ne réagit pas et ne fait rien pour faire cesser la situation. Donc il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. Vous avez plein de possibilités. Voilà. Simplement, si vous voulez sortir des effectifs, parce que la situation est invivable, vous pouvez, si vous voulez, vous avez plusieurs options. Alors surtout, ne démissionnez pas puisque vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail. Dans ce cas, vous quittez les effectifs de l'entreprise et ensuite ce sont les juges, vous allez devoir saisir donc, le conseil de prud'homme, et ce sont les juges qui vont se prononcer sur la prise d'acte, savoir si elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Vous pouvez aussi faire une action en résiliation judiciaire de votre contrat de travail. Dans ce cas, vous restez dans les effectifs de l'entreprise pendant la procédure et ce sont encore une fois les juges
qui vont se prononcer sur la résiliation judiciaire. Vous pouvez également... Pour terminer, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais... Oui, voilà. Mais vous voyez, il y a de tellement il y a un panel large d'actions possibles. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous rapprocher d'un avocat qui saura exactement vous orienter dans ce type de dossier. En tout cas, c'est très clair. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, pour se défendre. Et heureusement, parce que c'est, j'imagine, effectivement, une situation extrêmement pesante et qui entraîne parfois des dépressions, voire même des suicides. Donc, il faut vraiment faire attention à sauvegarder ses droits. Merci beaucoup, Emmanuel. À côté de vous, il y a Barbara Siby, avec laquelle nous allons parler de droit pénal. Et une question de Monsieur P de Villeurbanne. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas, il y a plein de cas. Il y a des gens qui s'appellent Monsieur P, on va chercher demain. Alors, quels sont mes recours en cas de classement sans suite de ma plainte? Ça peut être aussi le cas d'un classement pour harcèlement, par exemple. Mais bon, en l'occurrence, on ne sait pas quel est l'objet de la plainte. Mais il y a un sans suite, classement sans suite. Est-ce que c'est foutu pour lui? Pas du tout. Ah bon, ça va. Merci. Alors on passe à Sandra. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire alors là? Alors déjà, pour information, qui est le procureur de la République qui a décidé donc, de ce classement sans suite? Le procureur de la République, c'est celui qui représente la société civile, et c'est celui qui a l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire c'est lui qui, grosso modo, décide ou pas d'engager des poursuites judiciaires ou d'ouvrir une enquête judiciaire. Alors, quels sont les motifs déjà du classement sans suite ? Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, il peut y avoir un classement sans suite parce que l'infraction n'est pas caractérisée, ou parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, ou alors parce que l'auteur que l'on met en cause n'est pas identifiable. Alors, vous n'êtes pas sans recours. Il y a là toujours la possibilité, je dirais, de faire un recours contre cet avis de classement sans suite qui vous est bien évidemment notifié en saisissant le procureur général. Bien évidemment, il faut apporter peut-être des éléments un peu plus précis pour qu'il y ait des suites. Alors, soit le procureur général enjoint le procureur de la République d'engager des poursuites, soit il ne le fait pas. Alors, dans ce cas-là, quelle est l'autre option ? Vous avez aussi toujours la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Là, l'intérêt, c'est effectivement de se constituer partie civile. Vous êtes victime et vous voulez vous constituer. Là, vous devenez partie intégrante à la procédure. Alors souvent, le juge d'instruction, notamment pour éviter des recours abusifs, va solliciter une consignation. Si effectivement les faits par la suite sont établis, cette consignation vous sera restituée. Alors, vous êtes dans un premier temps entendu par le juge d'instruction qui va décider ou pas d'ouvrir une information judiciaire. Troisième option, jusque-là, il est content quand même déjà, parce qu'il a quand même déjà 2 options. Il a déjà 2 options. Le recours et la plainte le recours au parquet général, la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Troisième option, c'est la citation directe. Alors, là, c'est un recours vraiment à manier avec beaucoup de précautions. Pourquoi ? Parce que vous substituez, je dirais, au procureur de la République, au parquet qui n'a pas voulu donner suite à votre plainte. Et là, il va falloir apporter au tribunal tous les éléments de preuve, d'une part sur la réalité de l'infraction, mais également sur l'imputabilité de l'infraction à l'auteur que vous mettez en cause. Alors effectivement, vous substituez au parquet, vous faites un petit peu son travail, c'est à vous à rapporter la preuve de la... Il ne faut pas se planter. On envoie quelqu'un dans le tribunal pour rien. D'abord, et puis parce que si la personne que vous mettez en cause est par la suite relaxée par le tribunal correctionnel, vous risquez, vous, de vous voir condamné à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Exactement. Voilà. Alors, il y a également une consignation, c'est vrai, à payer. Et il y a effectivement une consignation. Mais, on passe, lorsque vous délivrez donc une citation directe, il y a une première phase d'audience qui est une audience de consignation. Là aussi, dans le même type que concernant la plainte devant le juge d'instruction, vous versez une consignation qui vous sera restituée par la suite. Bien entendu, généreusement, avec un petit cadeau, une petite boîte de chocolat par le greffier. Peut-être pas, mais bon. On peut toujours rêver. Merci beaucoup
en tout cas Barbara Sibi, avocate au barreau de Paris, pour cette réponse à Monsieur P. de Villeurbanne. Donc trois possibilités pour vous, hein, évidemment. Citation directe, caution de part civile et puis le recours si la plainte s'ensuit. Donc il y a des choses à faire. On peut encore actionner tout ça. Merci beaucoup. Puis on va actionner maintenant Sandra Salvador. On va la citer de nous répondre à cette question. Question de Franck, figurez-vous, ma chère Sandra. Franck, il est majeur et alors, il nous écrit « Je suis majeur. Mes parents m'ont mis à la porte. Quelles sont mes possibilités d'action ?» Voilà. Eh bien oui. C'est Tanguy. Hein, c'est Tanguy. C'est Tanguy. Comme si Ça Tanguy faisait un dépend. Est-ce procès qu'il a à ses 18 parents. ans, ce jeune homme, 18 ans tout juste majeur? Ouais. Tout état de cause, quand on est parent, c'est pas que jusqu'à la majorité, on a des devoirs, on a des obligations, on a des responsabilités à l'égard de ses enfants. Alors c'est sûr que dans le cas d'une séparation, lorsqu'on est dans le cas d'enfants mineurs, il y a toujours la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par rapport aux conjoints, enfin en tout cas aux parents qui ne les a pas en charge au quotidien. Tant qu'ils sont à charge. Ça, c'est un droit qui est inconditionnel, c'est systématique. Quand il y a une séparation et quand l'autre parent est en mesure de pouvoir régler cette contribution, elle est fixée par le magistrat automatiquement. Quand on devient majeur, c'est plus un droit qui est inconditionnel, on est dans le cadre d'une obligation alimentaire et heureusement que les enfants majeurs peuvent encore solliciter cette obligation alimentaire auprès du magistrat. Requête auprès du juge aux affaires familiales qui est compétent. Et dans ces cas-là, on doit démontrer plusieurs choses. On doit démontrer d'une part qu'on est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins avec ses revenus. Bon, généralement, j'imagine que Franck n'a aucun revenu et que c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui pour lui. On doit justifier, alors soit qu'on a effectué des recherches actives d'emploi, soit qu'on est actuellement en cours d'études et des études qui soient sérieuses. Hein. Il ne suffit pas de s'inscrire en fac de psychologie première année pendant 3 ans. Ouais, non, il faut quand même que sympa, mais... Voilà, mais à un moment, il faut être aussi très sérieux dans ses études. Donc, on justifie de tout ça. Et en face, eh bien, on va prendre en considération les revenus du parent débiteur et on va fixer soit une pension, une obligation alimentaire qui sera monétaire avec un montant fixe chaque mois, soit ça peut être également une obligation alimentaire qui soit fixée en nature avec notamment l'obligation de loger l'enfant ou des choses de ce type-là. Donc non, Franck n'est pas complètement démuni et il peut diligenter une procédure à l'encontre de ses parents pour les obliger à subvenir à ses besoins. Alors c'est assez sympa donc d'assigner ses parents pour les obliger à vous garder dans votre chambre. Ça peut être tout sympathique. Un référé pour que le repas soit chaud et servi à l'heure. Et avoir un peu de soupe et de pain à table. En tout cas, on en plaisante, mais il y a des cas tous les jours, je suis sûr, qui se déroulent comme ça. Parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est vrai qu'on peut faire valoir ses droits d'enfant, même majeurs, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, ma chère Sandra. Allez, vous reviendrez nous parler d'autres choses plus joyeuses la semaine prochaine. Merci en tout cas à toutes les trois pour vos réponses claires et précises. Merci à vous pour vos questions. Vous pouvez continuer de nous adresser sur le www.avocat.net dans tous les domaines. En l'occurrence, là, on parle de droit de la famille, droit pénal, droit du travail, mais il y a également toutes les matières de droit qui vous intéressent. On peut y répondre avec nos équipes d'avocats. À très bientôt sur Avocat. À bientôt.